It gives me great pleasure to introduce to you Geneviève Lafleur. Geneviève is a PhD candidate in art history with a concentration in women's studies at the Université du Québec in Montreal. Her PhD thesis focuses on artistic centers founded and led by women in Quebec during the 1950s. Geneviève is an active writer and curator. She has curated the exhibition Down the Rabbit Hole, The Other Side of the Mirror at La Centrale Galerie Powerhouse. Her presentation today will look at the Agnes Lefort Gallery in Montreal. Welcome, Geneviève. Durant les années 50, le Québec vit une période qui sera appelée la Grande Noirceur. La gestion conservatrice de l'État par Maurice Duplessis impose une direction au Québec en complète inadéquation avec l'idéologie de changement social de ses habitants ouverts à une certaine modernité. Le milieu des arts visuels se trouve, quant à lui, dans une période d'ébullition grâce à des artistes qui vont proposer des productions modernes, mais aussi grâce à quelques personnes et institutions qui vont choisir de défendre et diffuser ces pratiques. Il sera ici question d'une de ces figures qui a joué un rôle d'importance dans le développement de l'histoire de l'art au Québec en occupant la fonction de galeriste, soit Agnès Lefort. D'abord artiste peintre, celle-ci dirige entre 1950 et 1961 une galerie éponyme qui sera reconnue comme la première galerie d'avant-garde au Québec et aura également pour particularité d'exposer principalement la production d'artistes canadiens. À travers l'étude de ses représentations et de ses auto-représentations dans les médias, nous observerons comment son genre a été utilisé pour légitimer, de manière consciente ou non, son goût pour les esthétiques modernes d'une part et son exercice d'une profession de gestionnaire d'autre part, en les naturalisant plutôt que de leur reconnaître un caractère innovateur. En parallèle au texte dans notre PowerPoint que nous avons traduit en anglais pour rejoindre un plus grand nombre de personnes, vous verrez des reproductions de photographies. À l'exception de celles qui montreront des peintures produites par Agnès Lefort, toutes les autres proviennent de journaux et de périodiques artistiques spécialisés, nous donnant un autre point de vue sur la manière dont Lefort s'est mise en scène et a été représenté dans les médias à l'époque. Agnès Lefort est attirée dès sa jeunesse par les arts visuels, mais se dirige par sécurité financière vers le graphisme. Elle commence à pratiquer la peinture alors qu'elle fait déjà carrière dans la publicité, en suivant des cours du soir à l'École du Conseil des arts et métiers en 1916 et 1917, puis à l'École des beaux-arts de Montréal. Elle produit alors une peinture plutôt conventionnelle, tout en poursuivant sa carrière en publicité, en enseignant la peinture et en illustrant des publications. Malgré la pluralité de ses activités professionnelles, Lefort participe également à plusieurs expositions d'envergure. Elle séjourne en France en 1948 afin d'étudier la peinture à l'Académie d'André Lotte, d'où elle revient avec un nouveau style graphique davantage influencé par le post-cubisme. La première exposition de Lefort suite à son séjour en France se déroule à la Galerie L'Art français en novembre 1949. Elle est alors forcée de constater que sa nouvelle manière de peindre se vend difficilement au Québec, que le public montréalais est très peu réceptif aux esthétiques modernes, et ce, malgré une réception critique positive de l'exposition dans la presse écrite. Le directeur de la galerie lui avait alors dit « Que vais-je faire de vos tableaux maintenant que vous faites de la peinture moderne ?» Il lui aurait également conseillé de peindre des tableaux qui se vendraient mieux. Lefort conclut que les galeries d'art sont partie prenante de l'état réfractaire du public, en favorisant la vente de tableaux et le profit commercial, au détriment des rôles d'éducateurs envers la population et de soutien des artistes dont elle devrait, selon elle, s'acquitter. Elle décide donc de fonder une galerie où le mercantilisme n'aurait pas droit de citer et fait le pari qu'une telle entreprise pourrait subsister et avoir un effet entraînant dans le milieu de l'art contemporain. C'est en octobre 1950 qu'elle inaugure la galerie Agnès Lefort, située sur la rue Sherbrooke-Ouest, à proximité du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Jusqu'en 1961, année où elle prend sa retraite et vend sa galerie à Mira Godard, Lefort s'est porté à la défense d'esthétiques modernes, des artistes canadiens et des femmes artistes, en faisant des choix d'exposition parfois risqués d'un point de vue marchand, mais qui ont eu un impact certain dans le milieu de l'art de l'époque. Dans la presse écrite, plusieurs articles soulignent le rôle joué par Agnès Lefort dans le marché de l'art, en acceptant d'exposer l'avant-garde et les jeunes peintres canadiens. Par exemple, Miss Lefort is beloved among Montreal younger artists, for it was she who made possible for many of them the first public exhibition of their paintings. Certains auteurs utilisent un vocabulaire insistant sur l'élément de risque, sur son goût de la controverse, sur le statut pionnier de Lefort
et certains n'hésitent pas à attribuer à son travail le qualificatif de révolutionnaire. In the minds of a good many, she led a revolution. It was the revolution of getting Canadians to buy those so-called moderns, and it matched the revolution already established at that time by those accomplished artists who were painting modern. Néanmoins, la majorité des auteurs et le fort elle-même ne traiteront pas de cet aspect novateur tant à ce qui a trait à l'exercice d'une telle carrière pour une femme qu'à la diffusion des esthétiques d'avant-garde et de la production des artistes canadiens, en situant plutôt ses choix et actes dans la poursuite des rôles traditionnels féminins. Dans les prochaines minutes, nous constaterons comment ces représentations et autoreprésentations ont orienté la réception des activités de l'effort, les ayant d'abord légitimées pour ensuite potentiellement avoir participé à la minorisation ultérieure de son rôle dans le développement de l'histoire de l'art au Québec. Depuis le 19e siècle, les discours politiques visent une séparation des activités des hommes et des femmes entre les sphères publiques et privées. Malgré cette division des espaces, des femmes en Amérique du Nord ont d'abord réussi à s'insérer dans une certaine forme de vie publique à travers une implication auprès d'associations à caractère philanthropique. Il leur était alors convenable de consacrer du temps à de telles activités dans la continuité du rôle de bienveillance, de soins et de bonté qui leur est accordé. L'implication dans des activités de diffusion artistique était également acceptable, puisqu'on les associait au rôle d'embellissement et d'ordonnancement prescrit aux femmes dans la sphère domestique. Au Québec, on attribuait aux femmes, en plus d'une responsabilité de sensibilisation à l'art et au bon goût, la responsabilité de diffuser et d'acheter l'art et l'artisanat local. Le rôle des femmes en devenait un, conséquemment, de transmission d'une culture nationale canadienne ou canadienne-française et des valeurs qui y sont liées. Encore au début des années 50 au Québec, l'exercice d'une profession chez les femmes ne bénéficie pas d'une grande acceptation sociale, hormis avant le mariage ou en cas de nécessité. Certains milieux professionnels sont davantage ouverts à la présence de femmes. Par exemple, le milieu artistique est un de ceux dans lequel il deviendra le plus rapidement acceptable que des femmes occupent un poste de gestion ou de direction. Mais encore, le travail de care, le travail de soins, tels les carrières dans l'enseignement et le soin aux malades, est également acceptable pour les femmes puisque ces activités s'articulent en continuité des rôles traditionnels féminins dans la sphère privée. Christina Huneau a démontré dans un article publié en 2012 dans l'ouvrage Rethinking Professionalism, Women and Art in Canada 1850-1970, que des Canadiennes, dès la seconde moitié du 19e siècle, ont tenté de légitimer leur activité dans la sphère publique de la diffusion et la production artistique en l'inscrivant en continuité de leur rôle traditionnel à l'intérieur de la sphère privée. En représentant leur activité professionnelle comme extension de leur rôle traditionnel genré, ces femmes avaient pour objectif de désamorcer de manière positive le caractère non conventionnel de leur exercice d'une carrière. Agnès Lefort, entre autres, procède de la sorte en inscrivant elle-même sa propre activité dans la sphère domestique. En effet, quelques auteurs rapportent des rapprochements entre la profession de galeriste de Lefort et les tâches quotidiennes et espaces de travail des femmes au foyer, comme dans cette citation de Lefort publiée dans le périodique féminin Chic. « Je conduis ma galerie comme je conduirais ma cuisine ». D'autres situent son activité de galeriste dans le prolongement du rôle d'hôtesse avenante attribué aux femmes au foyer, rôle qu'au moins une chroniqueuse oppose à l'attitude hautaine et condescendante qui serait actuellement associée au directeur de galerie. Our natural charm and friendliness are far removed from the haughty attitude of condescension which many of you must associate with the directors of our galleries. Dans les photographies que nous avons répertoriées dans les médias imprimés, plusieurs présentent Lefort dans sa galerie comme si c'était sa demeure. Assise dans un fauteuil, à côté sur un manteau de cheminée, entourée d'éléments d'ameublement et décoratifs tels des plantes, etc. Mais encore, plusieurs présentent également le petit chihuahua de Lefort dans la galerie et plusieurs chroniqueurs n'hésitent pas à consacrer plusieurs lignes de leur tribune au petit chien, l'assimilant à tout coup à l'enfant que Lefort n'aurait jamais eu, conférant un aspect privé et domestique, voire familial à la galerie. Evelyn Nakano-Glenn explique que le travail de care, le travail de soins et par extension le travail féminin devait se dérouler dans le domaine privé, dans la sphère familiale et domestique, ce qui participait à sa discréditation. Le travail de care pouvait conséquemment ne pas être considéré comme un vrai travail, à savoir celui des hommes qui se déroule dans la sphère publique et apporte un gain de capital monétaire. La division sexuelle du travail et des espaces privés publics accorde un espace d'action traditionnel dans lequel un sexe ou l'autre est appelé à exercer ses fonctions. Inscrire les activités de l'effort dans la sphère domestique et l'espace privé participe à cette division sexuelle des espaces et du travail et, par conséquent,
participe à la discréditation de son travail, alors perçu comme une extension de ce rôle traditionnel féminin plutôt que, dans ce cas-ci, comme une innovation dans le domaine des activités professionnelles accessibles aux femmes. À travers son propre discours médiatisé, le Fort semble avoir fait en sorte que son activité soit associée au rôle traditionnel féminin ainsi qu'à la sphère domestique. Elle a utilisé une stratégie visant à inscrire dans la tradition historique un élément de nouveauté ou de modernité qui pouvait être reçu négativement par le public. Peut-être le Fort a-t-elle adopté une stratégie similaire à celle répertoriée par Runeau dans son article de 2012, afin de ne pas perturber la critique et les publics qui pourraient être effrayés ou méfiants devant la présence d'une femme entrepreneur, professionnelle, indépendante, célibataire et autonome financièrement. Tel que mentionné précédemment, les activités philanthropiques font également partie des domaines publics dans lesquels il était acceptable que les femmes puissent jouer un rôle actif. Plusieurs chroniqueurs et journalistes ont tenté d'inscrire les activités de galeristes de l'effort dans le domaine de la philanthropie, tant en utilisant un registre lexical de l'altruisme, de l'aide, de la bonté et de la charité, qu'en insistant sur le soutien que le Fort apportait aux artistes qui sont alors dépeints comme des nécessiteux ou des associables. Le Fort elle-même concevait une partie de son travail dans ses paramètres d'aide et soutien en expliquant « Pour moi, une galerie, c'était déjà de l'action sociale. » Mais encore, comparant les peintres modernes à des ignominies et rejetés, un journaliste n'est pas loin de décrire la galerie de Lefort comme une œuvre caritative. Quand on est un peintre moderne, c'est-à-dire souvent incompris et même ridiculisé des masses, c'est, à Montréal, chez Agnès Lefort, que de préférence on expose. Elle insiste également sur la nécessité de sa prise en charge des artistes. Vous êtes indispensable pour faire le pont entre les peintres, souvent peu sociables, et le public de bonne volonté. Un autre chroniqueur traite de la générosité de Lefort envers les artistes qu'elle expose, autre vertu jugée féminine, en plus de lui attribuer des qualités liées au maternage. S'il est quelqu'un qui protège les peintres, les lance, leur donne leur chance, comme on dit couramment, c'est Agnès Lefort. Plusieurs auteurs soulignent le rôle de Lefort dans l'éducation et la sensibilisation du public aux esthétiques modernes. Le registre lexical de l'enseignement, de l'éducation et de la transmission des savoirs lie l'activité de galeriste aux professions dites féminines du travail de care. Ainsi, Lefort précise que l'aide qu'elle apportait était aussi dirigée vers la population et les publics canadiens en faisant un effort d'éducation et de sensibilisation. What came over me suddenly one day was the fact that these other Canadians outside the mainstream of art actually wanted to know what it was all about. They needed to have doors open for them. Even then, they found it difficult, but they did want someone to help open those doors. Plusieurs photographies publiées montrent Lefort dans une situation d'enseignement. On la voit pointer tel ou tel aspect d'un tableau à un visiteur. C'est donc dire que cet aspect d'éducation et de sensibilisation a une importance certaine dans la technique d'approche de Lefort et que les photographes y voient une occasion de dynamiser leurs images en y incluant un personnage qui n'est pas nécessairement un acheteur, mais bel et bien seulement un visiteur, conférant un rôle à Lefort qui outrepasse la simple relation de marchand d'art, celui d'éducatrice. Une particularité lexicale du registre de l'aide est qu'il fait référence à la notion d'un besoin à combler. L'action répondant à ce besoin se voit donc conférer automatiquement une valeur de nécessité, mais l'associe également au travail du care. Marilyn Friedman détermine que les qualités morales stéréotypées attribuées aux femmes peuvent être qualifiées de communautaires, c'est-à-dire qu'elles sont orientées autour de l'amélioration des conditions de vie d'autrui. Elle établit ensuite que les caractéristiques morales sont évaluées par rapport à celles attribuées aux hommes. Quelles que soient les préoccupations morales des hommes, elles seront catégorisées en termes estimables de justice et de droit, alors qu'on assignera aux préoccupations morales quelles que soient les préoccupations morales des hommes, elles seront catégorisées en termes estimables de justice et de droit, alors qu'on assignera aux préoccupations morales des femmes les catégories d'évaluées de care et de relations personnelles. Ainsi, associer l'activité professionnelle de Lefort à des caractéristiques dites communautaires consisterait en une justification naturelle de ses actions, en les inscrivant en tant qu'expression de ses qualités féminines morales, plutôt que comme une nouveauté comportant un certain élément de risque, soit la diffusion des jeunes artistes canadiens et des esthétiques modernes dans le milieu de l'histoire de l'art. Mais encore, cette association aux traits moraux dits féminins participe à la dévaluation des actions de Lefort en tant qu'activité professionnelle en les situant dans une filiation du travail du care, catégorie déjà sous-évaluée. Rosemary Arbour, dans son étude sur la construction de l'identité des femmes artistes au Québec durant les décennies 50 et 60 à travers leur réception critique, souligne que leur rôle et production demeuraient toujours liés à une certaine nature féminine ou, par extension, à des traits féminins.
Elle remarque que l'interprétation de leurs œuvres par la critique est alors construite autour d'une mise en parallèle de ces œuvres avec des valeurs traditionnellement féminines telles le don de soi, l'intuition et le sens de la communication. Elle cite un critique de l'époque, « La peinture abstraite leur convient. Les femmes sont à l'aise dans cette forme d'expression où le moi et l'intuition tiennent une grande place. » Nous rajoutons, ne serait-il donc pas également acceptable, voire souhaitable, que ce soit une femme qui fasse la promotion de telles esthétiques abstraites et choisisse de les défendre, puisqu'en étant femme, elle serait davantage affectée par la sensibilité de ce type de production artistique, toujours selon le public. Nous avons pu constater que la situation était similaire dans la réception des activités de Lefort en tant que galeriste en ce qui a trait à l'association de son activité à des caractéristiques morales et caractérielles dites féminines. Il en serait également de même pour ses traits physiques. En effet, la délicatesse, la beauté ainsi que l'élégance de Lefort attirent particulièrement l'attention des auteurs et journalistes. Plus d'une fois, elle est physiquement comparée à une porcelaine de Dresde à cause de sa délicatesse, de sa petitesse, de la fine ossature de son visage, du calme et de la douceur du ton de sa voix, ainsi que du raffinement de ses tenues. Ses manières, son accoutrement et son apparence correspondaient donc aux conventions du genre féminin traditionnel. Ainsi, les articles de presse recensés ne se contentent pas de montrer par le biais de la photographie l'allure de Lefort, ils la décrivent longuement en mots et en phrases. Une journaliste signale à l'époque l'apparente discordance entre le physique menu de Lefort et sa réussite professionnelle, laissant sous-entendre qu'une femme ne pourrait réussir à mener une telle profession que si elle renonçait, partiellement du moins, à ses qualités et attraits féminins. Les propos de la journaliste s'articulent ainsi. Délicate et fine, Agnès Lefort ne correspond nullement à l'idée que l'on pourrait se faire d'une femme de carrière, surtout d'une femme de carrière qui a du succès. On imagine pourtant le sérieux, l'énergie et l'autorité qu'il faut apporter à une entreprise de ce genre. Il n'est pas exagéré de dire qu'Agnès Lefort a mis le meilleur d'elle-même dans sa galerie, ses connaissances et ses dons artistiques, comme ses qualités les plus authentiquement féminines. Cette citation est révélatrice puisqu'elle témoigne de la reconnaissance chez Lefort d'une carrière professionnelle qui se trouve même à être qualifiée de succès, mais dans un contexte qui insiste sur sa féminité et tente d'inscrire son activité dans une filiation des rôles et traits jugés féminins. Esther Trépanier affirme qu'on attribuait aux Canadiennes françaises, dès le début du 20e siècle, une responsabilité de sensibilisation à l'art et au bon goût, tout en y ajoutant une précision importante. C'est à elle qu'il incombe d'utiliser, dans la décoration intérieure, des objets d'art qui contribueront à l'élévation du bon goût des membres de leur famille et de leur réseau d'amis et à la rentabilité de l'art de chez nous. Ainsi, l'œuvre d'art n'est pas uniquement considérée comme un objet décoratif, mais devient aussi une instance d'élévation morale et nationale. Le rôle des femmes en devient un, conséquemment, de transmission d'une culture canadienne et canadienne-française et des valeurs qui y sont liées. Allant dans le même sens, nous avons constaté que la réception des activités de Lefort dans les médias de l'époque participe à leur inscription dans l'expansion du rôle des femmes dans la sphère domestique et dans la poursuite d'une transmission d'une culture canadienne-française. Lefort évalue son apport au développement de l'art au Canada avec des termes généralement liés au domaine du soin et du soutien en tant qu'aide donnée à l'épanouissement de l'art au Canada. Nos recherches confirment qu'elle s'est efforcée de présenter la peinture vivante canadienne et particulièrement celle du Québec. Alors que peu de marchands se risquaient à l'époque d'exposer les productions d'artistes canadiens vivants, il était socialement acceptable pour Lefort de le faire puisqu'elle s'est située en poursuite des rôles traditionnels féminins. En participant à la simulation de son activité au rôle traditionnel féminin, Lefort appliquait la même stratégie qu'elle utilisait pour légitimer les esthétiques modernes dans les écrits qu'elle publiait dans des périodiques de l'époque. En effet, celle-ci s'évertuait à présenter les avant-gardes artistiques en tant que poursuite et continuité des mouvements artistiques déjà légitimés et acceptés par le grand public, en tant qu'hommage à la tradition et renouvellement plutôt qu'en rupture avec elle. Mais encore, elle publie un article en 1932 dans lequel elle fait une présentation historique des Canadiennes françaises qui ont été actives dans les secteurs publics et ou professionnels. Elle fait ainsi la promotion du travail féminin en situant ce type d'activité en filiation avec les actions entreprises par d'autres Canadiennes françaises à travers l'histoire, telle Marguerite Bourgeois, inscrivant ainsi les femmes professionnelles dans une tradition du travail féminin plutôt qu'en tant que nouveauté. Cette stratégie d'argumentation est similaire au travail d'autoreprésentation qu'elle fera d'elle-même et de son travail à travers les médias pour légitimer sa place dans le milieu des arts sans bouleverser trop de conventions dans l'opinion publique. L'étude de la réception des activités de Lefort nous permet de comprendre qu'on reconnaissait, dans une certaine mesure, durant les années 50, 60 et subséquentes, le rôle qu'elle a joué dans le développement des arts visuels en exposant les pratiques modernes et les artistes canadiens.
Certains auteurs lui accordent le qualificatif de pionnière, voire révolutionnaire. Néanmoins, la plupart inscrivent les innovations et choix de Lefort dans une filiation des rôles traditionnels féminins, que cette inscription soit proposée volontairement par Lefort ou non, ce qui aurait eu pour effet d'en effacer le caractère novateur. La réception des activités de Lefort dans les médias a probablement participé à la construction d'un discours autour de cette figure et de son apport à la discipline de l'histoire de l'art. Son inscription par la critique d'une certaine continuité historique avec les rôles traditionnels féminins et la sphère domestique a certainement influencé la perception du rôle de Lefort dans l'histoire de l'art au Québec. D'une part, cette mise en valeur de la poursuite d'une tradition a permis que des femmes puissent exercer l'occupation de galeriste sans que cette situation ne soit dénoncée ou critiquée dans la presse écrite. En étudiant la réception des activités de Lefort, nous pouvons même supposer que Lefort elle-même a insisté afin d'inscrire ses actions dans la poursuite des rôles traditionnels féminins de philanthropie, d'éducation et d'aide, afin de s'inscrire dans le milieu de l'art et défendre ses choix d'exposition. De surcroît, au nom de cette tradition féminine, Agnès Lefort a pu se permettre de présenter des pratiques artistiques que la majorité des autres galeries commerciales n'osaient pas encore exposer à Montréal et au Québec. L'art canadien a pu être diffusé et défendu par Lefort à cause du rôle traditionnel de transmission. Transmission et de mise en valeur d'une culture nationale qui est attribuée aux femmes. Il en était de même pour les œuvres appartenant à la non-figuration gestuelle qui sont par ailleurs associées à l'exposé sensibilité féminine. Sensibilité, like de comme. D'autre part, cette inscription dans une tradition féminine a certainement causé une dévalorisation de l'apport de Lefort et l'histoire de l'art. L'association du travail de Lefort au travail de Kerr, aux caractéristiques morales et espaces traditionnels féminins, participe également à la discréditation de son travail. Sur la question, Pascal Molinier explique que l'efficacité et la réussite du travail du Kerr reposent sur son effacement en tant que travail, ainsi que sur la nécessaire dissimulation des efforts encourus et du travail accompli. Cet effacement contribue à la sous-évaluation du travail de Lefort en tant que pratique professionnelle et travail impliquant un apprentissage, ainsi que l'application de savoirs et compétences. Ainsi, son travail se trouve plutôt assimilé, selon la lecture de la réception de ces activités que nous avons pu en faire, à des dispositions morales féminines et, par extrapolation, à sa nature ou essence féminine.